vérité sur le passé permet d'envisager le futur sereinement. Pas de repentance, et bien parce qu'il ne veut surtout pas réécrire l'histoire. En fait, il ne veut pas juger aujourd'hui ce que d'autres ont fait hier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que oui, le Code noir a fait entrer l'esclavage dans le Code civil, mais non, on ne va pas déboulonner les statuts de Colbert. Oui, la France reconnaît une dette envers les populations victimes des essais nucléaires en Polynésie, mais pour autant, on ne présente pas d'excuses. Cette fois, il a changé d'avis, il va plus loin. C'est vrai que c'était assez surprenant à l'Élysée il y a quelques jours, on disait encore qu'il allait utiliser le mot de manquement de la France. Finalement, il a demandé pardon aux harkis au nom de la France. Alors ce pardon, pourquoi il intervient maintenant? On est à 7 mois d'élection présidentielle. Oui, c'est sûr que c'est tentant d'y voir une tentative de resserrer des liens avec une catégorie de la population stratégique dans l'optique de l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce que dit la droite aujourd'hui, qui se félicite de ce geste, mais qui y voit des visées électorales. Maintenant, je ne veux pas faire de procès d'intention parce que ces histoires de mémoire, c'est toujours assez sensible. Emmanuel Macron sait bien de toute façon que c'est de la dynamite. On se souvient, pendant la campagne électorale en 2017, il avait parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité. Alors on avait dit qu'il veut se réconcilier avec les banlieues françaises, c'est vrai, mais il avait pris une telle volée de bois vert à droite que ça avait été le moment certainement le plus compliqué de sa campagne. C'est toujours très délicat d'essayer de manier les mémoires. Dalila Kachouch, vous étiez dans la salle ce matin, vous étiez à l'Élysée. Vous avez ressenti quoi quand vous avez entendu le président de la République vous demander pardon? Moi, j'ai été évidemment bouleversée parce que j'ai pensé à mes parents qui sont partis tous les deux et qui n'ont pas pu entendre ces mots. Donc j'aurais aimé qu'ils puissent les entendre. J'ai pensé à tous les harkis qui sont partis, eux aussi, sans avoir pu entendre ces mots. Et j'ai pensé à tous les harkis encore vivants qui, eux, ont pu accueillir ces mots. Et j'ai été vraiment bouleversée parce que pour moi, c'était inespéré. Je n'osais pas imaginer à ce qu'il demande pardon. Non. Effectivement, moi j'étais dans une logique où il allait parler de manquement, mais qu'il demande pardon avec une telle sincérité. J'ai vu son regard et j'ai vu l'émotion qu'il a ressentie. Aucun doute sur sa sincérité. Je n'ai aucun doute sur sa sincérité parce que avant cette déclaration de ce matin, il y a eu d'autres rendez-vous et il y a eu un vrai intérêt, un vrai besoin de comprendre qu'il a exprimé. Il a vraiment été à l'écoute des témoignages. Il y a eu un vrai travail en amont qui a été fait. Ça vient pas comme ça. Non, ça ne vient pas de nulle part. Il a cherché à comprendre. Et en cherchant à comprendre, il a mesuré, je pense, l'ampleur du drame. Et il a compris ce drame dans toutes ses dimensions. Il a dit deux mots très forts. La douleur des harkis et la grandeur des harkis. C'est-à-dire qu'il est le premier président de la République qui ne les victimise pas. Qui n'est pas juste dans une logique de commisération ou de compassion. Non, il a pris conscience aussi de la dignité de ces hommes, de la valeur de leur engagement, de la leçon de citoyenneté que véhicule la vie des harkis et de ce qu'ils ont apporté à la société française aussi, de l'engagement des sols que les harkis, ça c'est pas seulement un pardon, c'est un hommage aussi. C'est un hommage aussi parce que les harkis sont souvent cantonnés à la guerre d'Algérie. Or, il a bien compris que le rôle des harkis, les harkis représentent aussi, beaucoup de harkis étaient d'anciens soldats indigènes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Grande Guerre. Donc, il a vraiment pris conscience que les harkis font partie de l'histoire de France et s'incluent dans l'engagement des soldats musulmans pour défendre les valeurs républicaines. Et ça, c'est un message qui l'a touché. Michel Gilali-Kerchouch, vous êtes d'accord? Douleur et grandeur des harkis, c'est ce qu'il faut retenir aussi? Oui, tout à fait, je suis bien d'accord avec ce qu'a dit Dalila. Mais c'est vrai qu'on a assisté vraiment à un tournant. On sent une vraie rupture par rapport à ce qui s'est fait auparavant, c'est-à-dire du clientélisme à chaque élection.
sans aucune profondeur, sans aucun courage. Et là, on voit un président qui vraiment, on sent qu'il va prendre le problème à bras le corps en assumant, comment dirais-je, la faute. Il parle bien de faute grave de la République. Et on sent un tournant parce qu'il a le courage, il parle directement des camps, il parle avec du détail, il parle de choses vraiment émouvantes et profondes. Fatima Benassi-Lankou, vous ressentez ça aussi? Vous avez l'impression vraiment que c'est le premier président de la République à vraiment comprendre totalement l'histoire des harkis et à l'assumer pleinement? Alors moi je dirais oui, oui et non. Je voudrais revenir à la déclaration en fait faite par François Hollande, donc le 25 septembre 2016. C'était déjà une parole extrêmement forte puisqu'il avait reconnu... Et on l'écoutera juste après. Voilà, il avait reconnu la responsabilité de la France dans l'abandon des harkis. Des gouvernements de 1962, il a reconnu les massacres, la relégation dans les camps. Et les mots prononcés aujourd'hui par le président de la République viennent en fait compléter. C'est-à-dire que le président Hollande a fait un bout de chemin et Macron est allé encore plus loin. C'est pour ça que lorsque Dalila a dit c'était inespéré, lorsque j'ai su qu'il allait donc faire une déclaration, je me suis posé la question de savoir en fait ce qu'il pouvait dire de plus fort, puisque... Alors vous n'imaginiez pas qu'on puisse dire quelque chose de plus fort que ce qui avait déjà été dit par François Hollande? Oui, absolument. En tout cas, sur le plan symbolique, hein, donc la demande de pardon, et puis de dire que lorsqu'on insulte des harkis, on insulte la France. Ouais, on insulte la France. Donc ça, c'est extrêmement fort. Après, si vous voulez, bon, on va peut-être en parler après, concernant la loi, puisqu'il parle d'une loi aussi, donc, qui serait donc en préparation. Là, bon, on va en parler tout à l'heure. Là, effectivement, il faut attendre un petit peu pour s'exprimer là-dessus. Puisque vous parliez de François Hollande, c'est vrai que d'autres présidents français, il n'y a pas que François Hollande, oui, aussi d'ailleurs, avaient fait d'autres petits pas, on va dire, envers les harkis. Donc François Hollande, on rappelle qu'il avait reconnu la responsabilité de la France dans l'abandon des harkis après la guerre d'Algérie. On va revenir donc sur l'histoire des harkis avec Naoufel El-Kawavi. On sait que des harkas de volontaires ont été levés dans les douars pour participer à la sécurité du pays. Ils étaient 150 000 à aider la France à lutter contre l'indépendance de l'Algérie. Les harkis, ces supplétifs de l'armée française, souvent des paysans pauvres. À la fin de la guerre, la France évacue les pieds noirs mais abandonne la plupart d'entre eux. En Algérie, ils sont pourchassés, traités de collabos. Des dizaines de milliers d'entre eux sont tués par le FLN, le Front de Libération Nationale. Certains ont réussi à rejoindre la France et fuir les représailles, le plus souvent en bateau, jusqu'à Marseille. Lafayette est arrivé ce matin à Marseille, venant d'Alger avec à son bord 259... Mais dans l'Hexagone, ils sont répartis dans des camps de transit et de reclassement aux conditions indignes. Depuis, les harkis n'ont cessé de demander réparation. En 2001, Jacques Chirac inaugure une journée nationale d'hommage aux harkis et remet plusieurs médailles et légions d'honneur. Nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. En 2016, François Hollande va plus loin. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres, de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. En 2018, Emmanuel Macron annonce une enveloppe de 40 millions d'euros pour soutenir les harkis. Une réparation jugée à cette époque encore trop loin du pardon. Michel Djilali-Kerchouch, on va faire un peu d'histoire. On est en 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Quand vous êtes harki, vous êtes en Algérie, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je suis né en France. Non, je sais, mais je parle de vos parents. De mes parents. Qu'est-ce qui se passe en 1962? Eh bien, à la signature donc, du cessez-le-feu, après les accords d'Évian, c'était le sauve-qui-peut, c'était les massacres, c'était le sauve-qui-peut, vraiment. Donc il fallait... Donc il y a ceux qui... Alors il y en a qui sont restés en Algérie. Oui. Il y a ceux qui ont pu partir. Tout à fait. Partir, c'est le cas de vos parents. Oui. À tous les deux. Comment ça s'est passé, ce départ? Ils sont partis brutalement, c'était pas du tout prévu. Donc un camion militaire passe,
Je sais que ma mère était en train de faire une galette, de préparer une galette, et brutalement, comme ça, on part. Donc, on vous a dit partez ou vous avez vu un camion, vous avez dit c'est l'occasion, enfin vos parents se sont dit on part maintenant. Et puis il y avait le danger, il y avait la peur, il y avait les représailles, personne ne savait qui allait mourir, c'était vraiment la terreur. Donc à ce moment-là, tous les harkis voulaient partir. Bien sûr. Et ça n'a pas été possible. En fait, il y a eu une incertitude aussi, parce que même au sein de l'armée française, par exemple, mes parents sont montés dans le camion et il y a un officier qui les a fait descendre du camion en disant non, vous partez pas. Et finalement, c'est un colonel qui a désobéi aux ordres de ne pas rapatrier les harkis, qui a finalement décidé de rapatrier ma famille et de les prendre malgré les ordres de ne pas... Comme le général auquel le président a rendu hommage cet après-midi. Ce matin, tout à fait. Alors, peut-être que Fatima, comme c'est un point d'histoire, peut-être que Fatima, tu peux nous éclairer là-dessus. Donc, en fait, l'abandon des harkis était déjà prévu depuis le début des années, enfin de l'année 1961. Le gouvernement français avait demandé donc à un haut fonctionnaire du Conseil d'État de faire un rapport, de rédiger un rapport pour réfléchir à ce qu'on allait faire de ces hommes et de leurs familles si l'Algérie accédait à son indépendance. Donc en janvier, ce haut fonctionnaire donne ce rapport au gouvernement, et dans ce rapport, il était très clair que si l'Algérie a accédé à son indépendance, on allait les laisser en Algérie. Donc, il était dit très clairement que ce sont des gens qui ne sont pas adaptables, ils seraient mieux chez eux, etc. Donc, dès janvier 61, il y avait déjà... qui était scellé pour la France. Absolument. Rapport accepté par les plus hautes autorités de l'État. Absolument, il a été remis au gouvernement. Et ce document, qui est accessible aux archives, nous dit très clairement qu'il ne faut pas les rapatrier. Donc, les dés étaient jetés. Il y en a quand même qui ont été rapatriés. Oui, mais 40 mais parce qu'il y a des officiers d'armée française qui ont désobéi, qui ont fait une pression sur Paris. Donc, pardon, mais les harkis rapatriés, c'est un truc qui s'est passé juste sur le terrain, mais il n'y avait aucune volonté de la part de l'État français de rapatrier ces 40 000 harkis qui soient... L'histoire, c'est toujours complexe, donc je vais vous donner 2 ou 3 éléments pour comprendre. Donc, arrivent donc les accords d'Évian, voilà, donc dès le soir d'ailleurs des signatures des accords d'Évian, on a commencé à tuer des harkis. Donc, dès le soir de la signature à Évian, 62 des accords d'Évian, le FLN a commencé à tuer des harkis en Algérie. À Saint-Denis-du-Sic, on a des exemples très précis. Donc à Paris, on savait, parce que les militaires, les officiers ont alerté Paris en disant attention, ils vont se faire tuer. Et l'Algérie était encore française, mais les militaires étaient restés dans les casernes, et puis des massacres ont continué. Et là, les militaires ont commencé à tirer des sonnettes d'alarme, à alerter Paris, les députés, en tout cas voilà, les autorités civiles, en disant... Vous ne citez jamais le général de Gaulle lui-même? Ah ça, Il était au courant, pas au courant, il a décidé. Il était forcément au courant, puisque les militaires, les officiers signalaient. Quand je vous ai dit les plus hautes autorités de l'État, c'est évidemment lui que je pensais. Oui, bien sûr, oui. Et donc, et le général Meyer que vous avez vu, donc, que Emmanuel Macron a décoré, ça a été un des premiers à dire moi, si je ne ramène pas mes harkis et leurs familles, je ne pars pas. Alors que beaucoup de militaires ont commencé à partir. L'armée devait rester en Algérie jusqu'en 1964, mais beaucoup commençaient à partir. Attendez, parce que je voudrais quand même aller jusqu'au... Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Pour comprendre, parce que c'est un point d'histoire qui est assez précis. Donc, le 12 mai 1962, alors que les militaires commençaient à organiser donc, le sauvetage de ces familles, Pierre Messmer, qui était ministre des Armées, a envoyé donc une note en Algérie en disant que tous les officiers qui ramèneraient ces hommes seraient sanctionnés. Ah oui. Voilà, donc ça a été plus loin. Ensuite, la pression a quand même continué sur Paris,
Et le ministre des Affaires algériennes de l'époque, à l'époque, avait dit, bon, on va mettre en place un plan de rapatriement, mais ce plan de rapatriement ne devrait pas concerner plus de 5000 personnes, et le 30 juin, il devrait être stoppé. Donc il fallait faire ça jusqu'au 30 juin. Donc on était à la mi-avril, donc en moins de 3 mois, vous imaginez sauver autant de monde, c'était pas possible. Arrive l'indépendance, donc devant cette situation, les militaires ont continué à ramener des harkis, et puis à l'indépendance, là, on a commencé à tuer massivement donc des harkis et des familles. On sait combien de harkis ont été... Il y a une bataille de chiffres qui va de, disons, 60 000 jusqu'à 150 000. Mais familles comprises, hein, parce qu'on n'a pas tué... Alors, on dit qu'il y a 200 000 harkis en tout. Non, sur les 7 ans et demi de guerre, on estime près de 300 000 harkis, mais ça par roulement. Et c'est pour ça que, si vous voulez, quand on dit 150 000, c'est pas 150 000 harkis, puisqu'à la fin de la guerre, il n'y avait que 60 000 harkis. C'est parce qu'on tuait leur famille. Parce que, je vais vous donner un exemple que je connais bien, parce que c'est l'exemple de ma famille. Ouais. Parce que tout à l'heure, vous aviez signalé, dans ma famille, j'avais mon père, mon oncle qui était harki. Mais on n'a tué aucun harki. Et pourtant, on a tué mon grand-père, ma tante, le bébé, mon oncle, etc. Vous voyez? Et ça, il ne rentre pas dans les chiffres. Dans les chiffres. Vous voyez? Donc ça. Et Paris a dit OK, on en laisse passer quelques-uns. Donc il y avait un plan de rapatriement, mais c'était un plan alibi, en gros. Je vais vous poser la question à tous les trois, puisque vous êtes tous les trois des enfants de harkis. Est-ce que vos parents, avant la fin de la guerre, justement, s'imaginaient que ça allait se passer comme ça? Ou est-ce qu'on leur a fait miroiter à un moment donné le soutien de l'État français après la guerre s'ils perdaient? Il est évident, c'est pas dans le témoignage de mes parents, mais moi, en tant que journaliste, j'ai recueilli des témoignages de harkis, et l'armée française a engagé sa parole auprès de ces hommes quand ils ont été recrutés. Ouais. C'est-à-dire que le nombre d'officiers s'était engagé à protéger les harkis et à les ramener en France en cas de défaite. Donc au moment de l'engagement des harkis, ça a été cette promesse de protection en cas de défaite a été clairement exprimée. Donc il y a eu évidemment un... Trahison. Abus de confiance. Alors moi je dirais que... je pensais qu'à l'époque, la France était tellement puissante sur le terrain, tellement présente, que jamais que ce soit mon grand-père ou mes parents auraient imaginé que la France allait être battue et chassée. C'était inimaginable. Inimaginable. Dans leur esprit, c'était... Voilà, la France a toujours été là, toute puissante. L'armée, il y avait une caserne à côté de chez nous, toute puissante. La présence était forte. Donc, comment on aurait pu imaginer qu'une armée aussi puissante, avec de l'artillerie, avec des avions, pour eux, dans leur esprit, la France, c'était... Ça leur avait jamais traversé l'esprit. Ça leur aurait jamais traversé l'esprit. Et encore moins d'être déracinés comme ça et de quitter leur terre. La terre, c'est une valeur fondamentale pour ces paysans. Moi, je vais vous donner un point d'histoire. Hein. En fait, ce que ces hommes n'ont jamais pu imaginer, qu'on allait leur retirer leur nationalité française. Parce qu'ils étaient français. Ça faisait 130 ans qu'il y avait une présence française en Algérie. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu des droits très rapidement, hein, les autochtones. Hein. Et puis on leur a dit que quoi qu'il arrive, ils resteraient français. Et pourtant, dès le mois d'avril 62, le 13 avril exactement, une loi est votée. Cette loi dit très exactement que si l'Algérie accédait à son indépendance, tous les Français d'Algérie, citoyens de droit local, puisqu'il y avait deux sortes de citoyens, vous savez, le colonialisme, est quand même basé sur une injustice. Hein. Il y avait les citoyens de droit commun, qui concernaient les Européens d'Algérie, et quelques notables algériens, et puis tous les autres
dont faisaient les harkis, parce que c'était des pauvres, hein. Donc les pauvres, on les mettait avec dans le droit local. On appelait les Français musulmans à l'époque. Voilà, exactement, on les appelait les Français musulmans. Merci de le préciser, monsieur. Donc, cette loi disait que tous les citoyens de droit local deviendraient automatiquement algériens, perdraient leur nationalité. Et le 21 juillet, donc un peu plus de 2 semaines après l'indépendance, excusez-moi, donc le 21 juillet, une ordonnance vient appliquer la loi du 13 avril 62, et donc les harkis perdent leur nationalité française. Alors qu'on aurait dû le prévoir. En fait, ça a été réfléchi à Paris en disant, si l'Algérie accédait à son indépendance, qu'est-ce qu'on ferait de ces hommes? Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, tout à l'heure, quand je vous parlais de cette note du Conseil d'État, de ce fonctionnaire, donc avec ça, on avait décidé qu'on allait leur retirer aussi leur nationalité française. Et si on ne sait pas ce point d'histoire, on ne comprend pas pourquoi on les a abandonnés. Alors moi aussi, je voudrais vous poser une question à tous les trois. Dans le fantastique livre d'Alice Zéniter qui s'appelle L'Art de perdre, que vous connaissez, j'imagine, sur l'histoire des harkis et leur devenir en France, j'ai découvert quelque chose dont je ne me rendais pas compte, c'est que le choix en Algérie, le choix de devenir harki ou pas, n'était pas du tout un choix idéologique mûri, mais relevé du hasard, d'une amitié, d'inimitié, du fait qu'un tel dans un village était proche du FLN alors que son ennemi dans le village allait être avec l'armée française. Est-ce que pour vous, le choix de devenir harki ou de soutenir le FLN, c'était des choix idéologiques, mûrs, pensés à l'avance, réfléchis, ou c'était un peu le hasard de la vie? Eh bien, pour ma part, on a affaire à des populations rurales, pauvres, extrêmement pauvres. L'idéologie, l'histoire, quand on ne sait même pas ce qui se passe dans le douar à côté ou dans le village d'à côté. Donc ça se fait comme ça. Donc l'idéologie, ça n'existe pas. Le seul mot d'ordre, c'est la survie et sauver sa famille. Moi, je vous donne un exemple. Papa était harki, mon oncle était au FLN. C'est une stratégie de survie. La nuit, le FLN, la journée, l'armée française. Avec ça, on compose. Donc, l'idéologie, tout ça, c'est bon pour les historiens ou pour peut-être les citadins qui ont des études. Mais bon, pour les pauvres paysans que c'était la survie. Tout simplement. Je suis complètement d'accord. En fait, il y avait une telle diversité de raisons d'engagement. Pour certains aussi, ils s'étaient engagés sur plusieurs guerres, certains étaient d'anciens poilus de la Grande Guerre. Donc, dans notre famille aussi, il y a eu une tradition militaire d'engagement au sein de l'armée française. Mon grand-père était soldat indigène, il est naturellement devenu... Donc ça, c'était un choix vraiment. Aussi. Mais c'était pas forcément un choix pour défendre l'Algérie française, c'était une fidélité à la France. Là où la France se bat, les harkis se battent aussi. Et il y avait aussi une élite francophile dans les villes. Il y avait aussi les officiers francophiles qui, eux, étaient plutôt dans un choix clairement politique, pro-français. Donc c'était vraiment des choix qui traversaient toute la population. Évidemment, il y avait une diversité de raisons d'engagement. Mais au final, à partir du moment où ces soldats se sont engagés, ils ont rempli leur mission. Ils ont été parfaitement loyaux, à la différence des autorités françaises. Justement, alors vos parents sont arrivés par la suite en France et ils ont vécu dans des camps. Comment ça s'est passé, l'arrivée en France et la vie dans les camps? Racontez-nous. Alors vous, parce que vous avez vécu les premières années de votre vie dans un camp. Oui, mes premières 10 années, Donc vous êtes né dans un camp? Je suis né dans un hameau forestier en Lozère. Ouais, donc là, les harkis étaient utilisés pour débroussailler les forêts. Donc on est loin de tout, on est en pleine forêt. Il fait très très froid l'hiver, il y a de la neige, il y a une promiscuité très importante. C'est vraiment des conditions extrêmes. Ils étaient utilisés par qui? Par l'ONF, par l'armée. Ils étaient encadrés par l'armée, utilisés par l'ONF. L'Office national des forêts. Ouais. Donc voilà. Et donc je suis né dans ce camp, et ensuite on est arrivé par Rivesaltes. La première année, Rivesaltes, c'est le... Rivesaltes, c'est près de Perpignan. Près de Perpignan. Voilà, donc là on a... Donc de Marseille à Rivesaltes directement, là c'est les tentes militaires à même le sol.
Donc on est sur les chardons, on est sur les broussailles, il y a les tentes, l'hiver il fait très froid, on y est resté une année. Vous êtes dans des tentes sans chauffage? Sans chauffage, bien sûr, avec le rationnement. Sans eau, vous dites? Il n'y avait pas de l'eau courante, ça c'était des citernes qui arrivaient dans le camp pour... Et je crois que l'hiver 62 a été hyper froid en plus, c'est ça? Il a gelé pendant 40 jours cet hiver-là, et ma mère me racontait que elle entendait les pleurs des enfants qui étaient transis de froid. Qui pleuraient de froid. Et il y a eu une centaine de bébés qui sont morts de froid, de malnutrition. Tout à fait. Et on a découvert très récemment, depuis une dizaine d'années, un cimetière de bébés et d'enfants avec une centaine de... Enfin, ils ont été même pas enterrés, ils ont été enfouis dans des terrains vagues aux abords du camp. Et ce sont des bébés qui sont morts, des mauvaises conditions d'accueil. Vous avez fait plusieurs camps différents dans votre vie, allez-y, pardon. Alors nous, on a fait Rivesaltes. Ce qu'il faut savoir, d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il y a un mémorial pour les harkis qui n'est pas connu, mais c'est un mémorial construit par Rudy Ricciotti. Qu'il faut voir. Ce camp est immense, puisqu'il fait 600 hectares. Hein, et là, en fait, je dirais que la moitié... Il y avait combien de personnes dans ce camp? Il y a eu alors jusqu'à 10 000 personnes. À un moment, c'était la deuxième ville des Pyrénées-Orientales, en nombre de personnes. Et tous ceux qui sont passés par l'armée, puisqu'il y en a eu près de 43 000, 23 000 ont transité par le camp de Rivesaltes. Donc c'est un camp important dans l'histoire. Puis en plus, les enfants de harkis maintenant, sachant à quoi ce camp avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça leur donne froid dans le dos, puisque vous étiez enfant dans oui, ce moi, camp. Moi, oui, parce que je suis plus vieille. Vous avez... Donc, c'était pas la question que je voulais poser, mais... Oui, j'avais 9 ans et... Vous alliez à l'école? Alors, les premières années, enfin... à la période, on est arrivé parmi les premiers dans le camp et il n'y avait pas de classe, il n'y avait pas d'instituteur en tout cas. Mais en tout cas, vous n'alliez pas à l'école en dehors du camp? Pas du tout, c'était des baraques. Votre vie était circonscrite totalement au camp? Oui, complètement. C'est une vie d'apartheid. Oui, c'est ça. C'est de la ségrégation. Hein. Vous ne sortiez jamais de ces camps? On ne sortait pas. Très rarement. Voilà. Et le camp, pendant tout l'hiver 62, a été fermé à la presse. C'est-à-dire qu'aucun journaliste n'avait le droit d'entrer dans le camp pour témoigner jusqu'en mars. Et en fait, à partir du moment où quand les beaux jours sont arrivés par une opération de propagande, donc, du coup, les journalistes ont pu accéder et on leur a montré ce qu'on a bien voulu leur montrer aussi. Alors, une chose qui est très importante à savoir, parce que c'est vrai que les harkis n'avaient pas une mesure d'internement, donc on n'utilise pas le mot internement, mais on peut dire... Pour Bias, Saint-Maurice-l'Ardoise et Rivesaltes, en tout cas les premiers mois, c'était très contrôlé. Il y avait la police autour du camp. Comment ça se passait? En fait, l'armée était présente, donc la caserne est à côté. Georges Pompidou, qui était donc le Premier ministre, avait envoyé une note au ministre des Armées, qui était responsable donc, des camps, lui disant très clairement qu'il ne fallait les laisser sortir que pour des raisons sérieuses. Alors que ce n'étaient pas des gens qui étaient condamnés, c'était pas une prison. Mais ça s'assimilait en fait à de la prison. Voilà. Et ça, c'est des documents d'archives. Alors, pour préciser, moi je veux parler du camp dans lequel nous sommes restés le plus longtemps, qui est le camp de Bias. Donc c'est un camp un petit peu où on mettait tous les rebuts. C'est-à-dire, quand je parle rebuts, c'est les estropiés de guerre, les gens vraiment traumatisés. Et c'était vraiment... Donc il n'y avait pas que des harkis, c'est ça que c'était que des harkis. Si, c'était que des harkis, mais les rebuts des harkis. Les rebuts des harkis. Les rebuts entre guillemets. Voilà, on dit... voilà. Et entre guillemets, bien sûr. Et là, en fait, il y avait des estropiés de guerre, des gens malades qui avaient surtout besoin de soins. Et le camp de Bias était vraiment fermé. Il y avait un couvre-feu le soir, un portail qui se fermait, il y avait un chef de camp, une administration qui faisait de la répression. Par exemple, c'était pas possible d'aller à l'hôpital. Sauf en cas d'urgence, et c'est le chef de camp. Quand on va à l'hôpital, c'est que c'est urgent. C'est le chef de camp qui l'organisait. Donc, en fait, on connaît. Le chef de camp qui n'était pas un harki. Ah non, qui était. C'était un militaire français. C'était un fonctionnaire. Fonctionnaire et qui était pied noir parce qu'il parlait l'arabe et qui
Et dans les archives, on dit qu'il fallait mettre des gens qui connaissaient la mentalité de ces gens-là. Voilà. Et donc, en fait, on n'était pas en France réellement. Dans le camp, c'était pas la France. Moi, je sais que la France, je l'ai découverte lorsqu'on a quitté le camp en 1975. Et qu'on est arrivé dans un petit village de France de 600 habitants. Mais auparavant, jusque-là, je ne connaissais pas la France. Et se construire une identité dans un univers comme ça, carcéral, entre indigènes, entre guillemets, c'est terrible. Et puis, une réserve d'Indiens, ça n'a jamais donné un prix Nobel. Donc, vous voyez, donc là, il y a un manque d'éducation, c'est-à-dire... Il y a une mort sociale et un mal-être, parce qu'on ne sait pas où on est, c'est la promiscuité. Et puis, je vous dis, il y a des anciens combattants, il y a des gens qui sont déjà en souffrance. Donc, ça donne vraiment... C'est terrible, c'est terrible. C'est une vraie mort sociale, une mort sociale à petit feu. Voilà, une injustice terrible. On va retrouver René Coste qui nous écoute depuis la proximité de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir René, vous étiez enfant à la fin de la guerre d'Algérie, donc vous avez été contemporain de cette arrivée des harkis en France, dans le sud de la France, là où ils étaient. Est-ce que vous avez connu des harkis? Est-ce que petit, c'est une réalité que vous connaissiez? Il était impossible de rencontrer des harkis. Comme vient de très bien dire monsieur, ils étaient confinés dans des camps jusqu'en 1975. À 20 mètres de moi, là, il y a une dame qui habite en face, de l'autre côté de la rue. Là. Elle donnait des cours dans le camp de Rivesaltes, puisqu'elle était pied noir, et donc elle savait parler un peu la langue. Et donc, comme l'a bien spécifié la dame qui a connu le camp de Rivesaltes, donc ils allaient là-bas pour faire l'école. Ils étaient cloisonnés. Comment voulez-vous que nous on les connaisse? Alors il y avait un camp à peu près à 50 km d'ici, mais vous savez, en 1962, faire 50 km, ce n'était pas facile. Hein. Il n'y avait pas de bus tous les jours. Les voitures, on se les réservait souvent pour autre chose. Et non, on n'en a pas connu. Par contre, on en a beaucoup entendu parler, et notamment par les pieds noirs. Et les pieds noirs, quand ils nous parlent des harkis, c'est très 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 émouvant. Et ils nous disent tout le temps qu'ils sont plus français que nous. Et d'ailleurs, ils étaient français. Hein. Donc la France les a trahis. Que le président Macron demande pardon actuellement, c'est très bien. Il peut aussi demander pardon pour avoir attendu si longtemps. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une partie de l'histoire de France qu'on nous a complètement cachée, qu'on vous a caché aussi, puisque vous êtes contemporain de cette époque? Oui, exactement. Bien sûr que nous a été cachés. Mais il y a la même histoire qui s'est passée pour la Première Guerre pour les Chinois. 140 000 Chinois qui sont venus en France, 100 000 qui ont travaillé pour l'armée chinoise, pour l'armée anglaise sur le territoire français, 40 000 pour la France. Beaucoup sont morts, beaucoup sont repartis. Ils ont été complètement dépaysés, un peu comme les harkis. Ils n'étaient plus chinois en Chine, ils n'étaient pas français en France. Les harkis ont connu la même chose à l'Algérie. C'est arrivé aussi pour les Vietnamiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Où là, c'était moins nombreux, à peu près une trentaine de mille. Et là, il y a eu beaucoup plus de morts aussi. Et toutes ces histoires, toutes ces guerres, ça laisse des traces. Alors quand on voit que Biden, il commence à remonter une guerre froide avec la Chine, on peut carrément dire que la folie, nos dirigeants ne s'arrêtera jamais. Merci. Et par contre, je veux dire un mot aux gens qui sont sur le plateau, ils ont une dignité incroyable, ils racontent ça avec un ton très très doux, ils m'ont vraiment ému et je suis content de les avoir écoutés ce soir. Merci. Merci beaucoup René. Merci, Sur le René. plateau vous remercie. D'ailleurs, vous voulez réagir à ce qu'a dit René? Ben, écoutez, son émotion donc, me touche. Hein, et voilà, donc j'ai rien d'autre à... Ce qu'il disait aussi René, c'est que les harkis, c'est aussi une histoire de double appartenance et de double rejet. Oui. C'est comme ça que vous l'avez vécu, vous aussi, alors même si Moi, c'était plus. vous l'avez peut-être un peu moins vécu parce que vous êtes un peu plus jeune. Parce que moi, j'ai surtout
comment dire, vécu et ressenti le rejet du côté français. Quand j'ai recueilli le témoignage de mes parents pour mon livre, parce que ce qui était frappant, c'est comment les harkis ont été invisibilisés. Ils sont arrivés par train de nuit, ils ont été cachés dans des lieux très isolés. Et dans le camp de Lozère où mes parents sont arrivés, ma mère me disait les volets dans le village se fermaient à leur passage parce que on voulait pas les voir. On avait peur les villageois avaient peur des harkis, ils les considéraient comme des égorgeurs. Il y avait une méconnaissance totale. C'est ça. Oui, Alexandra parlait de double rejet, c'est-à-dire que vous étiez des immigrés pour les Français, mais et des traîtres pour les Algériens. Traîtres pour les immigrés. Est-ce que vous avez ressenti vis-à-vis de la population alors algérienne en France, celle qui est venue des Algériens qui sont venus pour des raisons économiques, est-ce que vous avez eu l'impression d'être regardés comme des traîtres à leur patrie aussi? Vous savez, dans les camps, on n'a connu ni les uns ni les autres. Oui, mais après. Après, une fois qu'on est sorti des camps, c'est bien sûr le racisme, les harkis comme tous les autres maghrébins, et le racisme au quotidien, on l'a connu aussi. Non, mais en fait, la question c'est que... Alors, parce qu'en Algérie, d'ailleurs on va écouter un son d'Abdelaziz Bouteflika, c'était en 2000, qui considérait que les harkis étaient des collabos. On écoute. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis, ça il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur. C'est un problème politique qui est important dans mon pays et ça, ils n'ont pas de problème avec moi. Mon camp était très clair pendant la guerre de libération. Donc, pour ce qui me concerne, je comprends très bien que quelqu'un ait pu être dans l'autre camp. Mais il y a le peuple algérien, je dois tenir compte de l'opinion. L'opinion n'est pas mûre pour ce genre d'opération. Alors, il y a l'opinion du peuple algérien, il y a aussi l'opinion, c'est ce que Gilles disait, des immigrés algériens et aussi après des